Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de relativisme absolu. Inversion complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces mots. Allume la science. Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et si la Terre bascule ? C'est la question qui ouvre le 23e numéro du magazine LUM, consacré au réchauffement climatique. Et oui, 10 ans après la signature de l'accord de Paris, force est de constater que l'objectif de maintenir la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés, de plus de 2 degrés, semble de plus en plus inatteignable et les conséquences, elles, se font de plus en plus présentes. Qu'il s'agisse de la forêt amazonienne, des glaciers, des océans, de leurs récifs coralliens, de leurs herbiers dont nous allons parler, ou encore des zones humides, des écosystèmes entiers sont en souffrance, plantes et animaux voient leurs conditions de vie transformées. Et l'homme ne fait pas exception. Explosion des arbovirus et des maladies qu'ils propagent, inégalité face aux problèmes respiratoires, vulnérabilité lors des épisodes de canicule, déstabilisation des systèmes socio-économiques. Pour aborder toutes ces questions, écologues, virologues, épidémiologistes, économistes, chercheurs en sciences de gestion ou de l'éducation prennent la parole dans ce numéro du magazine LUM. Et c'est l'un d'eux que nous recevons aujourd'hui. Il est écologue à l'ISEM. Il a participé avec 160 autres scientifiques au rapport mondial sur les points de bascule, les tipping point en anglais. Donc ces points de bascule liés au changement climatique. Il a également copublié dans Environmental Research, vous allez voir, moi aussi j'ai du mal avec l'anglais, un article intitulé Principes pour orienter les recherches futures sur la résilience et les points de basculement. Il travaille aussi sur le stockage de carbone dans les écosystèmes d'herbiers marins et sur les circulations océaniques. On va parler de tout ça avec lui dans les 20 prochaines minutes. Avec nous, Vassili Dakos. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Allume la science. Merci pour l'invitation. C'est notre petit point de bascule à nous. Aline Perriot, bonjour. Bonjour Lucie, bonjour tout le monde. En deuxième partie d'émission, nous poursuivons la balade au Jardin des Plantes avec son directeur John DeVos. Enfin, notre invitée des 3 dernières minutes sera Marianne Dupré-Gabiro. Elle nous présente le prochain bar des sciences qui aura lieu le 19 mars et c'est la semaine du cerveau. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti. Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57... Alors, Vassili Dakos, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement, si c'est possible, ce que c'est qu'un point de bascule ? De quoi on parle ? Ok, un point de bascule. Alors, point de bascule, tipping point en anglais. Je vous donne un exemple, qui est une image que je pense que vous allez bien comprendre. The rocking chair, c'est une chaise que vous allonge pour se reposer. Et toujours dans les rocking chairs, il y a un moment que si vous basculez beaucoup en derrière, vous allez vous trouver sur la terre. Donc, c'est exactement ce point de bascule qu'il y a un moment qui dans les systèmes du climat, système écologique, système biologique, système physiologique, c'est nous, les petits changements dans les conditions vont faire une réponse disproportionnée. Une réponse abrupte, une réponse énorme. Et on va nous trouver dans une situation favorable, acier, tranquille, dans la situation pas favorable sur la Terre. C'est-à-dire que c'est un tout petit élément qui peut déclencher l'effondrement, en fait. Exactement. Ça, donc, il faut small changes make big things. Ça, c'est l'idée. Petit changement, grand effet. Exactement. Et l'autre chose que c'est important avec ce point de bascule, le tipping point, c'est que les moments que ça passe, on se trouve dans une situation presque irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière seulement avec le même changement, le même petit effet qui nous a mené dans une situation pas favorable. On ne peut pas les mener le même petit effet pour retourner. Et ça, irréversibilité, c'est le plus important élément, plus important propriété des points de bascule qu'on a peur. Parce que si on
we cross them. Si on passe ce cap-là. Si on les ouais. passe, ça a été. Alors, on va l'illustrer tout au long de l'interview, justement. Et oui, et juste avant, on va aborder un autre concept qui va avec les points de bascule et que vous évoquez, c'est celui des boucles de rétroaction. Vous parlez de feedback, ça va avec tous ces éléments-là. Vous pouvez nous décrire un petit peu ce que c'est que ces boucles de rétroaction ? Mais exactement ça, c'est les boucles de rétroaction qui provoquent ce changement. Des boucles de rétroaction positives, pas négatives. Les boucles de rétroaction négatives sont ça qui nous maintiennent dans notre situation, comme un thermostat. C'est un boucle de rétroaction négative, que chaque fois que la température augmente, le chauffage arrête et on maintient la même température. Mais les boucles de rétroaction positives, c'est le contraire. Ça veut dire que les moments qu'il y a ce changement va amplifier soi-même jusqu'au moment qu'on va changer complètement. Je vais vous donner l'exemple des lacs. C'est un des exemples très importants dans la littérature écologique, avec des points de bascule. Avec les lacs pas profonds, ce qu'il se passe, c'est que la végétation dans les lacs, la végétation aquatique, peut être basculée dans une situation où il y a des planctons, des petits organismes, des petits organismes plantiers qui dominent le système. Et chaque fois qu'on perd cette végétation dans les lacs, il y a l'opportunité pour les planctons de grossir. Plus qu'ils grossissent, moins de végétation, plus l'agrossissement des planctons. Il y a un moment qu'on passe d'un lac clair avec des végétations aquatiques dans un lac pas clair, un lac turbide avec blooms. Des planctons. On connaît ça, nous, à 7. Exactement, ça qu'on dit un bloom. Et c'est un effet de cercle vicieux, alors, qu'on pourrait dire ces boucles. Oui, un snowball effect. Effet boule de neige. Oui, un boule de neige, ça c'est exactement ça qu'il fait, un boucle de rétroaction positif. Alors justement, donc ces tipping points, on en entend parler au niveau du climat, mais vous venez de nous montrer avec l'exemple du lac qu'on peut en avoir à petite échelle. C'est quoi les éléments qui peuvent alerter ? Comment on fait pour se dire « Ah, attention, on va peut-être basculer ». On peut ou... Oui, alors, ouais, ça c'est la question de $1 million question. Ça c'est qu'on essaie de répondre. Et les manières qu'on fait, c'est il faut et c'est toujours un rétrospectif. Ça veut dire qu'on a des phénologies, on a des évidences dans le passé qu'il y avait ce changement abrupt, ce changement brutal, ce changement qui a les propriétés des tipping points, des points de bascule. On a connu des points de bascule déjà dans l'histoire de la Terre, en fait. Exactement, soit de la Terre, ou soit dans les lacs pas profonds, ou dans les autres écosystèmes des forêts tropicales ou des drylands, des systèmes arides. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des modèles pour comprendre les conditions. Sur ces conditions, on peut avoir. Donc, les plus grandes ces conditions, les plus grandes les probabilités d'avoir ce point de bascule. Mais on ne peut pas vraiment prédire quand il va les passer. Ce qu'on fait, par contre, c'est récemment, on a commencé d'utiliser des indicateurs qui sont comme votre médecin qui va lire votre cardiogramme. Votre médecin vous faites un cardiogramme, le médecin va voir si les motifs des cardiogramme c'est bon ou pas. Donc, ça qu'on fait, c'est un peu pareil. C'est ce que vous appelez, là, on introduit une autre notion, c'est les indicateurs de résilience, c'est ça ? C'est exactement. On utilise les dates, les cardiogrammes dans un écosystème ou dans un système climatique pour voir s'il y a des indicateurs de résilience, pour voir s'il y a des changements sur ces motifs de notre système qui peut nous donner l'idée s'il perd ou pas son résilience. Son résilience, c'est la capacité de maintenir soi-même dans cette situation. Si cette capacité diminue, s'il est moins résilient, ça veut dire que peut-être on approche un point de basculement.
Et en étudiant tout ça justement avec ces modélisations, est-ce que on arrive à anticiper non seulement si le point de basculement il peut approcher, mais à quelle vitesse le basculement il peut se produire? Est-ce que ça peut aller très vite? Est-ce que c'est quelque chose qui va être lent? Ça dépend sur l'échelle du système, ça dépend sur les caractéristiques, les propriétés du système soi-même. Dans la lac, les choses changent plus vite, les croissances de végétation c'est plus vite, c'est dans l'échelle des jours, des semaines. Dans une forêt, ça va prendre des mois, des années. Est-ce que ça dépend de la taille du système alors? Et des tailles et ça qu'on dit le time scale, l'échelle temporelle du système. Ça veut dire que la croissance, comment vite grosse. Le plancton, le cycle de vie du plancton est cycle rapide. De vie, exactement, donc ça c'est les mots. Le cycle de vie d'organismes. Dans les forêts, le cycle de vie c'est plus lent, donc ça va prendre plus le temps. Et pour les systèmes plus grands, les systèmes climatiques, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais ça, si vous me permettez, ça c'est exactement très intéressant sur le point de basculement, parce que même si le changement c'est pas évident, même si on voit un changement temporel linéaire, ça va pas dire que ça va rien passer. Les moments qu'on passe, les points de bascule, ce changement linéaire va continuer, à cause de cette boucle de rétroaction positive, va accélérer et va nous amener dans une situation. Donc, ça veut dire que c'est inévitable. Les changements, on a passé les points de bascule, on ne peut rien faire. Le système va nous amener... Il y a une inertie, c'est ça qui est... L'inertie va faire cette diminution de la vitesse, mais on peut pas arrêter. On peut pas arrêter. C'est déjà fait. C'est ça qu'il dit. Est-ce que les points de bascule font aujourd'hui consensus au niveau scientifique? À cause de cette difficulté de vraiment prédire, de vraiment expliquer, on ne peut pas faire des expériences non plus avec des systèmes climatiques, pas du tout. C'est seulement toute la recherche c'est sur les modélisations, sur les mécanismes, sur des concepts. C'est ça qui cause la discussion, comme avec beaucoup des autres thèmes, bien sûr, scientifiques qui sont ouverts, qu'il n'y a pas vraiment un consensus que oui, il y a des points de bascule partout. Mais il faut dire qu'on ne dit pas qu'il y a des points de bascule partout. Il y a hétérogénéité, il y a le même système dans la Terre, ça veut dire par exemple un récif corallien. Un récif corallien dans la Terre, en Caraïbes, il y a un point de bascule, il y avait un point de bascule très fort, mais en l'océan Indien, non. Donc il y a c'est exactement exactement qu'il faut faire, qu'on essaie à faire, c'est de comprendre les conditions où cette boucle de rétroaction c'est plus fort et il peut arriver que le point de bascule peut arriver. Et justement, je reviens sur les récifs coralliens parce que c'est un des écosystèmes qui est mis en avant dans ce rapport-là pour lequel on a lu que ce point de bascule, il avait déjà été franchi. Mais dans ce que vous dites, c'est que c'est pas partout. Alors on va pas vers la disparition des coraux, c'est des phénomènes locaux. Non, c'est pas partout. Ça que le rapport veut dire, c'est qu'on a probablement franchi la point de bascule physiologique sur la tolérance thermique des coralliens. Qui est de plus 1,2 degré, c'est ce qui est... Oui, il n'aime pas l'échauffement, les coralles, et il va blanchir n'importe quand, n'importe où, si on passe un certain threshold, un certain niveau. Et ça, en ces cas-là, oui, on a passé les points de bascule physiologiques des coralliens. Et ça, c'est irréversible, du coup. Et pour les coralliens, ça dépend. Ça dépend aussi. Il y a aussi des exemples, parce qu'il faut parler aussi, non, pas seulement sur les négatifs, sur les positifs aussi, qu'il y a des exemples qu'on peut restaurer, qu'il y a des recovery des récifs coralliens aussi. On va parler après des points positifs sur la fin, mais on va continuer quand même
On va continuer quand même, notamment avec le projet baptisé ClimTip, donc qui viendra abonder la littérature scientifique du prochain rapport du GIEC. Dans ce travail, vous vous intéressez à un point de bascule qui est moins connu, qui est celui de la circulation océanique, et notamment alors l'AMOC et le SPG, donc la circulation méridienne de retournement atlantique et le gire subpolaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? Ok, je vais parler sur les... On peut peut-être... Je ne suis pas un climatologue, mais on peut faire les trucs plus simples. On peut dire qu'on parle de circulation océanique dans notre hémisphère, dans l'océan Atlantique. Et ça qu'il se passe, c'est que cette circulation, c'est la circulation qui amène des chaleurs du sud au nord chez nous. Et ça fait notre climat très stable, très pas à Montpellier les dernières semaines, mais en général plus agréable. Tempéré, quoi. Plus tempéré, oui. Exactement. Mais ça, cette circulation, dans les passés, on a des paléo, des dates paléo. Paléodates, c'est ça. Oui. Qui le montrent qu'il s'arrêtait dans le passé. Il y a déjà eu des interruptions de cette circulation. Oui, beaucoup de fois. La dernière, il y a 12 000 ans, et la température s'est baissée beaucoup dans un état vraiment froid. Et on a peur que la circulation, on a des évidences que la circulation slows down, c'est d'accélérer. Ça veut dire qu'il va peut-être arrêter, ou peut-être qu'il a déjà croiser les points de bascule. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur ce que c'est cette circulation ? C'est de l'eau douce en fait ? Oui, la circulation, c'est l'eau chaude qui circule jusqu'au nord, et après il plonge oui, et elle retourne à cause de l'eau douce. C'est ça. L'eau douce qui proviendrait de comment cette eau douce elle arrive, c'est quoi ? C'est la fonte des glaces ? De la fonte des glaces de Greenland, de Arctic Ice Sea. Et ça fait que l'eau est douce et plus chaude, et peut pas couler, c'est ça, ou plonger. Il plonge pas, et ça va arrêter la circulation. Et si ça passe comme dans le passé, on va avoir des hivers beaucoup plus froids, on va avoir beaucoup plus longs hivers, mais pas seulement ça. Il y aura des conséquences à l'autre système climatique. Ça veut dire qu'on va aussi interrompre les monsuns d'Afrique. On va avoir plus d'eau chaude dans le sud-océan, ça veut dire que les glaciers d'Antarctique, ils peuvent aussi fondre, oui. Et aussi dans un autre écosystème des forêts amazoniennes, des désertifications peut-être. Mais alors ça voudrait dire que si un point de bascule peut en entraîner un autre, qui peut en entraîner un autre, il y a un effet cascade comme ça qui peut amplifier tout ce phénomène. Exactement. Il y a tous les systèmes, il y a interconnectés, et les plus intéressants ou les plus risqués, c'est beaucoup de ces systèmes ont déjà probablement des points de bascule, que ça veut dire que pas seulement qu'ils propagent, mais aussi qu'on va avoir des changements irréversibles dans un autre système aussi. Mais pour revenir à votre ClimTip, je pourrais faire ça. Oui, bien sûr. Le ClimTip, ça qu'il fait, le ClimTip, que c'est vraiment intéressant. Donc c'est le projet européen dont on vient de parler. Oui, tout le monde parle utilise ce système climatique pour faire des projections sur le futur. Et alors ça qu'on va faire dans le ClimTip, on va simuler des points de bascule dans le futur. Ça veut dire qu'on va faire, ces modèles sont énormes, sont complexes, ils sont coûteux pour simuler. Donc on ne peut pas faire, OK, aujourd'hui je vais faire ce scénario, l'autre jour, non, il faut faire comme vraiment prendre du temps, prendre d'argent pour faire des simulations. Et donc, on va simuler en projection en futur où les circulations océaniques dont je parlais basculent. Qu'est-ce qu'il va passer dans le futur? Quelle
et quelles sont les projections des modèles du climat qu'on utilise pour faire les IPCC reports, pour faire toutes nos projections dans le futur. Qu'est-ce qu'il va passer si on fait un point de bascule sur les circulations océaniques? Et ça n'a jamais fait vraiment de simuler la projection avec l'existence d'un point de bascule. Parce que jusqu'à maintenant, toutes nos projections, ils ne prennent pas en compte la possibilité des points de bascule. D'accord, c'est pas pris en compte. Ouais, Non. Alors, on arrive, l'émission passe très vite. Peut-être justement pour... il ne s'agit pas tant de se forcer à avoir du positif, mais ce que vous montrez aussi, c'est que ce n'est pas joué d'avance tout ça. C'est que certes, une fois qu'on a franchi un point de bascule, il y a quelque chose qui est réversible, mais il existe aussi des points de bascule positifs. Exactement, ouais. Toujours ce point de bascule, faire la discussion parce qu'il y a ce catastrophisme, tout va basculer, mais on ne voit pas le basculement. On ne voit pas le basculement parce qu'il prend du temps, comme on en parlait avant. Mais on peut utiliser le même mécanisme, les petites choses qui font les grandes réponses, small changes, big responses. On peut utiliser les boucles de rétroaction positifs pour amener des positifs, des points de basculement positivement. Et ça, c'est sur l'adoption des technologies, par exemple pour changer dans une utilisation d'énergie renouvelable ou des points de basculement positifs social pour changer, par exemple, notre régime alimentaire. Donc, je peux vous donner un exemple. Si on change dans notre diète beaucoup sur les viandes, des protéines végétales, on peut diminuer beaucoup d'émissions de gaz. Et pour les renouvelables, il y a un point de bascule positif, un exemple qu'on donne dans la Norvège, qu'ils ont dans un tout petit temps, ils ont changé complètement sur le marché. Il n'y a pas vraiment de véhicules non électriques. Tous les véhicules sont presque électriques en Norvège. Donc ça, c'était un point de bascule positif qui n'était pas avec une force énorme extérieure, c'était seulement avec des petits incentives que le gouvernement a donnés, et peu un peu avec les imitations sociales qui a fait cette rétroaction positive. On a encore le pouvoir de pouvoir changer les choses, y compris à une échelle individuelle. C'est Exactement, il y a cette, bien sûr, avec beaucoup de social planning et des incentives au niveau des gouvernements, au niveau social et économique, oui. Un grand merci à vous, Vassili Dakos, c'était merci passionnant. Donc le magazine LUM, vous le retrouverez en ligne à partir de la semaine prochaine et puis dans tous les points de distribution dans sa version papier. Merci et à bientôt peut-être dans Allume la Science, avec plaisir merci, en tout cas. Bonne journée. Au revoir. Ah, il n'y a pas de grenouilles en ce moment. Non. Et puis les lotus sont bientôt. Oui. Et chaque année c'est pareil. C'est Ouais, la vie, ça. J'adore cet endroit pour ça. La résurrection. Dans les derniers projets qui ont été menés dans le jardin, il y avait l'observatoire. C'est le pavillon astronomique ou l'observatoire. Il a été terminé le printemps dernier. Il sera inauguré ce printemps. Ce pavillon astronomique, qui est quand même un peu incongru dans un jardin botanique, a été construit à la moitié du 19e siècle contre l'avis du directeur du jardin des plantes de l'époque, qui était Charles Martins. Contre parce que la faculté de sciences voulait absolument l'implanter ici parce que c'est dans la ville, c'est l'endroit où il y a le moins de lumière. Alors c'était quand même une période où il y avait moins de lumière qu'aujourd'hui, moins de bâtiments hauts. L'argument contre, c'était évoqué par le directeur de l'époque, c'était que c'est très humide. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a le bassin des Lumbo juste à côté, avec toutes ces grenouilles. Il y a des arbres qui sont quand même très hauts, donc on ne peut pas aller voir l'horizon. Donc il y a quand même, c'est pas non plus l'endroit le plus optimum pour mettre un observatoire. C'était vraiment une bataille assez âpre. Finalement, c'est la faculté des sciences qui a eu le dernier mot au sein de l'université. Donc, ce observatoire a été construit. Il y a eu une lunette astronomique qui, à l'époque, faisait partie de la crème des lunettes astronomiques pour observer les étoiles. Donc, ça a été utilisé dans cette fin-là.
Jusqu'à la moitié, jusqu'à peu près autour de la Seconde Guerre mondiale, il a été utilisé, mais à la fin c'était plus pour des visées pédagogiques que pour vraiment de la recherche. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à l'intérieur, il n'y a plus de lunettes astronomiques. Donc aujourd'hui, il pourra éventuellement servir pour des expositions temporaires. Et puis comme un objet du passé qu'on peut ouvrir. Là, vous voyez le dôme, c'est un dôme qui s'ouvre. Alors c'est sur le côté, là on est devant la porte, on ne le voit pas, mais derrière il y a une partie du dôme qui s'ouvre justement, puisqu'à l'époque où il y avait la lunette astronomique, il fallait bien ouvrir si on voulait observer les étoiles. Ça donne un côté très romantique, je trouve, au jardin. Cette partie-là du jardin s'appelle le jardin anglais, et donc vraiment effectivement très romantique, avec le bassin des Lumbo, avec un découpage un peu plus sauvage, avec des pelouses, et donc cet observatoire astronomique rentre bien dans cette idée du 19e, comme d'ailleurs la Serre Martin jusqu'à côté, qui a la même architecture 19e, donc, et c'est bien le 19e qui était très romantique. Alors c'est la première fois que j'entends prononcer le nom de ce bassin, qui était pour moi le bassin des grenouilles, donc c'est le bassin des Lumbo, ça veut dire quoi? Alors, le bassin des Nelumbo, c'est-à-dire des lotus. C'est le nom égyptien pour dire lotus. C'est un bassin où il y a de très nombreux lotus. Et là aussi, j'appelle l'auditeur à aller voir la bonne saison, le bassin aux lotus. C'est fin juin, début juillet, quand les lotus qui actuellement sont tout à fait sous l'eau, tout ce qui est hors de l'eau est mort. Donc c'est un peu triste en hiver. Par contre, fin du printemps, début d'été, c'est magnifique. Les lotus font de très grandes feuilles rondes, et par-dessus ces feuilles qui sont déjà hautes, plus d'1 mètre, 1,50 m, vous avez les fleurs qui sont d'immenses fleurs roses avec plusieurs corolles qui s'emboîtent les unes des autres, plus de 15 cm de diamètre. C'est absolument splendide. Donc il faut venir voir le bassin au lotus ou le bassin des Lumbo fin juin. Je confirme, c'est magnifique. Et il y a quelques nénuphars aussi où ils se sont fait bouffer, ça y est. Non, il y a quelques nénuphars à côté. Au départ, on ne fait pas trop la différence entre les nénuphars et les lotus. Et puis à un moment donné, les lotus prennent de leur envol et effectivement, ils prennent un peu le rôle principal. Et j'accueille maintenant mon invité de dernière minute, Marianne Dupré-Gabiro. Bonjour. Oui, bonjour. Donc vous êtes la responsable de la culture scientifique à l'Université de Montpellier et vous nous annoncez donc le thème du prochain bar des sciences qui aura lieu le 19 mars prochain à 19h30 à la brasserie Le Dôme, comme d'habitude. Et donc on parlera cette fois-ci de... Eh bien de l'oreille et du cerveau. Voilà. C'est quand l'oreille fatigue, le cerveau s'embrouille. Donc on va discuter effectivement de l'audition et des maladies neurodégénératives. Alors c'est dans le cadre de la semaine du cerveau, c'est ça ? Exactement, voilà, on a un partenariat, on s'associe à la Semaine du cerveau et on propose un sujet un peu plus spécifique, on va dire, pour le bar des sciences. Alors est-ce que vous pouvez nous dire qui va venir en parler ? Et oui, donc on a bien sûr des experts qui vont venir. Donc on a Germain Bousseau qui est neuroscientifique au Centre Mémoire de Ressources et qui travaille sur la sclérose en plaques et qui va nous parler aussi des autres maladies et de l'environnement qui peut avoir aussi un impact vis-à-vis de ça. Nous aurons aussi Cédric Turpina qui est praticien hospitalier et neurologue au sein de ce même centre mémoire de ressources qui lui va plus parler de biomarqueurs et de diagnostic. Nous aurons aussi François Dejean qui est un audioprothésiste pour la pédiatrie chez Audiolab et qui est aussi vice-secrétaire de la Société française de l'audiologie. Nous aurons Jean-Luc Puel, professeur à l'Université de Montpellier et responsable de l'équipe audition et directeur de l'Institut des neurosciences de Montpellier. Et il est également président de l'Association nationale de l'audition. Et enfin, Élodie Richard qui est chargée de recherche à l'INSERM au sein du laboratoire mécanisme moléculaire dans les démences neurodégénératives. Et voilà, elle va nous apporter surtout son expertise sur les déterminants cellulaires. Voilà, c'est des grands mots, mais sur des processus qui sont à la fois neurodégénératifs et neurosensoriels. Elle aura cette vision avec la partie audition et la partie vision justement de la vue. Donc c'est vraiment 5 profils très complémentaires qui vont pouvoir justement apporter toutes les réponses au public le soir. Et oui, on aime à le rappeler, le bar des sciences, ce n'est pas une conférence, ce ne sont pas des conférences. Tout à fait, c'est vous venez, vous posez les questions auxquelles vous avez sur le sujet et nos experts y répondent
au mieux qu'ils peuvent, mais en général, voilà, ils arrivent toujours à répondre. C'est vraiment un échange libre entre les deux, voilà, les experts et le public. Et ce bar des sciences, voilà, sera également traduit en langue des signes avec des ailes qui viendra, comme tous les bars des sciences de cette saison. Et toujours donc dans le cadre du Dôme qu'on aime particulièrement. Donc je rappelle, voilà, 19 mars, 19h30, c'est bien ça ? 19h30 à la brasserie, voilà, venez nombreux. Et puis voilà, ça permet d'avoir ce sujet, de un peu mieux connaître ce qui se fait au niveau scientifique avec les études, mais aussi de voir ce qui peut se faire voilà, pour détecter si une perte d'audition, est-ce que c'est un lien ou pas avec une maladie après au niveau neurodégénératif. Voilà. Merci beaucoup Marianne, et on vous retrouve pour annoncer le prochain bar des sciences. On sera déjà en avril alors. Et oui, déjà en avril on aura fait la moitié, mais c'est super. Ça passe trop vite. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés. Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de relativisme absolu. Inversion complète de la charge des protons. La Terre va entendre s'aimer. Allume la science.